Bonjour Nathalie, Bonjour Jean-François. merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui risque de provoquer quelques frictions. En tout cas, si tu n'es pas d'accord avec moi, je pense que ça va provoquer quelques frictions. Chouette. Oui, ce sujet, ce sont les conflits. Et je voudrais tout d'abord que tu nous donnes une définition du conflit selon le docteur Thomas Gordon. Alors, chez Thomas Gordon, il y a conflit quand le comportement d'une personne vient mettre à mal le besoin d'une autre personne. euh, et, euh, et donc, euh, typiquement, quand le comportement de quelqu'un, de façon répétitive, vient créer un souci chez une autre personne, on est souvent en situation de conflit. Et du coup, ben, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est normal. À partir du moment où chacun d'entre nous, constamment, on agit, on a des comportements pour venir remplir nos besoins, ben, il est inévitable qu'à un moment donné, sans le vouloir particulièrement, un de nos comportements vienne empiéter un peu sur le besoin de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait naturel. Et donc, c'est une magnifique occasion de régler ce problème-là, et c'est tout à fait naturel. Et ça montre juste que bah, on est en vie, qu'on fonctionne ensemble dans un système familial ou autre, et que automatiquement, à partir du moment où les uns et les autres on agit, il y a des moments où on va marcher sur les besoins de l'autre. Tu dis que le conflit, c'est la vie. Pour beaucoup, c'est vécu comme une véritable violence et on essaye de la contourner, justement, en évitant le conflit et souvent même en évitant de dire non, en évitant de s'affirmer, parce qu'on a cette peur panique, justement, de se retrouver dans cette situation humiliante du perdant dans le conflit. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Jean-François. Il y a d'abord le fait que tous, je crois qu'on peut dire que chacun d'entre nous, on a une expérience désastreuse, au moins eu une expérience désastreuse de conflit. Quand je dis désastreuse, c'est une expérience dans laquelle nous étions en conflit et ça s'est très mal terminé pour nous. On s'est senti humilié, rabaissé. On a au moins tous une expérience comme ça. Et du coup, alors pour certains d'entre nous, on en a une. Pour d'autres, on a beaucoup d'expériences comme ça. Du coup, on n'a jamais vraiment appris à comment faire différemment de ces exemples totalement délétères, horribles, horribles pour la relation, horribles pour l'estime de soi de chacun des belligérants, etc. Donc on a ces expériences horribles et du coup, bah, bien entendu, on a très peur du conflit parce que on l'a vécu comme quelque chose de tellement cuisant qu'on ne veut surtout pas se rapprocher de ce type de situation. Et du coup, très souvent, le réflexe, c'est d'éviter. Éviter le conflit, éviter de confronter, éviter de dire qu'il y a un problème en espérant que ça va se résoudre comme par magie. Oui. Donc les Et ce conflits peuvent déclencher de l'anxiété liée justement à une sorte de modélisation que nous nous sommes faites de conflits auxquels nous avons assisté, avec une conclusion qui est conflit égale émotion désagréable, voire même trauma, Bien sûr, traumatique même. bien sûr, bien sûr. Et là, c'est ce dont Gordon parle très clairement de ce qu'il appelle lui les résolutions de conflits gagnant-perdant. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on a appris, on a vu, on nous a traités de façon gagnant-perdant. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'issue du conflit, quelqu'un qui se vivait comme ayant gagné, ayant imposé sa solution, et l'autre se vivant comme ayant perdu. Voilà. Donc, à partir du moment où on a ces expériences-là, on n'a juste pas envie de revivre ça ou de faire revivre ça. Donc, on évite le conflit. Et l'évitement est un drame parce que le problème ne s'arrête pas. Si mon enfant a un comportement qui ne me va pas et, et que je n'arrive pas à le confronter et à avoir une vraie conversation avec lui parce que c'est un comportement qui est répétitif et qui vraiment commence à impacter mon besoin fortement, si je n'arrive pas à avoir une conversation avec lui à ce propos, en fait, le problème ne va pas disparaître. Oui. Ça va continuer à s'accumuler en moi, la frustration, la tristesse, l'impuissance. Et donc, plus ça va aller, moins je serai en capacité de bien interagir avec mon enfant à ce sujet parce que l'émotion va grossir chez moi jusqu'à ce que peut-être je ne puisse plus la contenir. Et là, je repasse en gagnant-perdant, alors même que mon intention initiale, c'était d'éviter. Oui. Donc, tout ça pour dire que l'évitement des conflits est une source énorme de problèmes relationnels parce que
conflits ne disparaissent pas, comme par magie. Ça serait fantastique, mais non, ils ne disparaissent pas. Donc, euh, donc du coup, quand on les évite, ils ne font que grossir, grossir, et finalement, on arrive dans des situations dans lesquelles il va être de plus en plus difficile à gérer, et donc, on a de plus en plus de risques de les gérer en faisant du dégât. Oui. Donc là, on vient de parler des conséquences justement de cet évitement de conflit. Nous allons voir ensuite comment justement changer de paradigme sur ce conflit, peut-être par l'expérience justement, et une nouvelle posture qu'il va falloir alimenter, pour laquelle il va falloir s'entraîner, parce que, comme on l'évoque, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport à notre expérience du conflit est une somme d'expériences avec une sorte de jugement et une interprétation qui est venue faire grossir notre croyance quant au fait que le conflit ne peut être que gagnant-perdant. Donc Mm. là, chez Thomas Gordon, il est question de conflit gagnant-gagnant, et plus particulièrement une autre expression que tu aimes, tu aimes, donc ça serait plutôt Sans perdant. sans perdant. Et pas sans, hein, donc Non, sans aucun perdant. sans aucun perdant. En anglais, c'est no lose. Personne ne perd. Personne ne perd. Personne ne perd. Et donc, c'est vraiment. Et c'est pas le monde des bisounours. C'est-à-dire que je pense que c'est très important, vraiment, de se rendre compte que bah, quand mon enfant a un comportement qui ne va pas, imaginons, par exemple, euh, qu'il ne cesse de rentrer dans la maison avec ses chaussures toutes sales, alors qu'on est en plein hiver, il a plu et que je lui ai déjà expliqué 4 fois que c'était important d'enlever les chaussures dans l'entrée parce que sinon il salissait le reste de la maison, etc. Et qu'il ne continue pas à le faire, etc. Euh, il va falloir que j'aille lui parler pour de vrai, qu'on s'asseye, parce que j'ai essayé plusieurs fois Mmh. de le recadrer, de gentiment, enfin de lui faire des messages jeux chez Gordon, de lui dire écoute, je suis embêté, t'as fait ça, et ça. Ça ne marche pas. Ben là, à un moment, il faut faire un arrêt sur image. Donc il faut du courage. Aller voir l'enfant et arriver à trouver, enfin à rentrer dans un échange pour qu'on trouve des solutions qu'il aille à lui et à moi. Parce que si lui, il continue de rentrer en courant dans la maison, alors même que je lui ai expliqué 50 fois qu'il fallait pas le faire, c'est qu'il y a un truc. Oui, Il y a un besoin. Il est en train de remplir un besoin chez lui. Je ne sais pas lequel c'est. C'est pas pour m'embêter. Ça, c'est faux. C'est juste parce qu'il a un besoin à satisfaire à ce moment-là. C'est pour ça qu'il rentre en courant. C'est pas parce qu'il a un besoin à satisfaire que je dois accepter son comportement. Je vais dire non à son comportement, mais oui à son besoin. Quel est ton besoin? mmh, Et moi aussi, j'ai un besoin. Mon besoin, c'est de la tranquillité, c'est de pas de me rajouter du travail dans la maison, c'est que la maison reste suffisamment propre. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen, toi et moi, pour que toi, tu puisses remplir ton besoin et moi, je puisse remplir le mien. Donc, c'est exigeant. C'est pas du bisounours. C'est pas, mais rentre donc dans la maison et tiens, pourquoi pas oui. sauter sur le canapé avec tes chaussures sales. C'est pas ça. C'est au contraire quelque chose de plus exigeant où on va vraiment rentrer dans une vraie conversation avec l'autre pour lui permettre de mettre à jour son besoin et le mien, les mettre en équilibre, en parallèle et dire, ben voilà, ça c'est nos besoins. Qu'est-ce que tu pourrais faire dorénavant quand tu rentres du jardin pour que toi, ton besoin de vite retrouver papa et moi, euh, mon besoin de propreté soit rempli. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire? Ce qui veut dire que ici, on met une composante qui n'apparaît pas forcément lorsqu'on parle de conflit, c'est l'empathie. Ah ben bien sûr, Se demander le pourquoi du comportement de l'autre. bien sûr. Ben, c'est indispensable. C'est-à-dire que on vient au point de départ de toutes les approches humanistes, et chez Gordon en particulier, c'est si mon enfant a un comportement répétitif, c'est qu'il remplit un besoin. Yeah, super, quelle bonne nouvelle. Comme chacun d'entre nous, ok? Quand on a des comportements, c'est pour remplir des besoins, et c'est super. Ou pour éviter des désagréments sur des besoins. Génial. Mon enfant, bon. Et en même temps, et donc il faut que j'arrive à me centrer sur ce besoin, parce que le besoin, bah, il est indiscutable, il est absolument indissociable de l'enfant, de la vie, du développement de l'enfant. C'est génial. Donc je reconnais ce besoin, je l'écoute, je le prends en compte, je l'accepte. Et en même temps, je peux ne pas accepter une des solutions mises en œuvre pour remplir ce besoin. Donc, j'accepte que tes besoins et envie de l'enthousiasme de rentrer à la maison quand tu te rends compte que papa est rentré et que tu veux le voir. Ça, c'est bien sûr que j'accepte ce besoin de vite voir papa. Et en même temps,
euh, je n'accepte pas le comportement qui est de rentrer avec des chaussures toutes crottées. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour qu'on arrive à faire différemment? Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Et L'articulation, et ça, c'est l'articulation essentielle dans toute ouais, relation humaine. Distinguer solution besoin. oui. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'un parent, entre guillemets, est permissif? Dans ce cas-là, il peut se dire finalement, bah, il y a eu un conflit, je lui ai juste dit non. Et au final, je dis, bah ok, vas-y avec tes chaussures, et puis va effectivement sauter sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe chez le parent quand c'est comme ça? Et qu'est-ce qui se passe chez l'enfant qui a besoin de repères, quelque part, quand même? Alors, ce qui se passe chez le parent, c'est une petite compromission quelque part, parce qu'il accepte quelque chose. Enfin, il fait comme s'il acceptait, alors qu'en fait, au fond, Hmm. il n'accepte pas. Ce comportement lui pose souci. Donc quelque part, chez Gordon, on dit qu'il se désaligne, c'est-à-dire qu'il n'est plus congruent. Il dit mais écoute, vas-y, voilà, vas-y, rentre. Il n'est plus congruent, donc c'est juste mauvais pour sa santé psychique en tant que parent. C'est mauvais pour la relation aussi parce que qu'il le veuille ou non, il va aussi accumuler du ressentiment vis-à-vis de l'enfant. Euh, il présente un beau visage, gentil, souriant, soi-disant acceptant, mais en fait, si au fond il ne l'est pas, ben c'est désaligné, c'est bon ni pour lui en tant que parent, ni pour l'enfant, qui va vite percevoir. Les enfants, ils perçoivent tout de suite, hein, quand je lui dis mais oui, vas-y, hein, il voit tout de suite qu'en fait on n'est pas ok. Donc il va se dire ok, ben maman, elle me dit vas-y alors qu'elle n'a pas envie, ben ok, Oui, cool. Enfin, dans un premier temps, il va dire cool. Et après, en fait, c'est très insécurisant pour l'enfant. Parce qu'il ne sait plus à quel sein se vouer. Il ne sait plus quoi croire. Où sont les limites? Dans quelle mesure est-ce qu'il peut aller les secouer pour tester, etc. Donc, d'une certaine façon, ça, c'est délétère, bien sûr, pour le parent. Et c'est délétère, évidemment, pour l'enfant. Parce que ça brouille euh, le cadre sécurisant qu'on crée autour de l'enfant pour lui permettre de grandir et de s'épanouir, ça brouille les pistes et pour l'enfant c'est très insécurisant. oui. Et ça demande du travail quand même de ne pas éviter le conflit. Parce que lorsque l'enfant, Oui, justement, va rentrer dans la maison avec ses chaussures et qu'on va devoir aller enquêter sur le besoin qui était à l'origine de cela et qui déclenche le comportement de manière récurrente, parce que cette situation va se présenter de nouveau. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour les parents qui punissent encore, 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 parce qu'en fait, ils vont pas chercher le déclencheur, donc le besoin justement qui fait que l'enfant est poussé à se comporter de cette manière-là pour essayer de satisfaire son besoin. Donc mm, ça prend plus de temps quand même d'éviter le conflit. Et comme tu disais, ça crée quand même une sorte de rupture à l'intérieur de soi, un désalignement, c'est un peu ça. Et aussi une insécurité chez l'enfant. Je tiens à insister sur cela parce que c'est important d'écouter ce qui se passe en nous quand on s'exprime, et notamment quand on s'affirme et qu'on a justement cette fermeté nécessaire à certains moments pour bah, délimiter notre périmètre d'acceptation, en fait, et montrer aussi à l'enfant comment faire de même, et se faire respecter, et dire non lorsque, par exemple, son intégrité physique est même en danger, c'est-à-dire c'est vraiment lui inculquer ceci. bien sûr, exactement, en étant nous-mêmes exemple du fait que on se donne la permission d'être non acceptant et on se donne la permission de le dire automatiquement. L'enfant va modéliser ça et va faire la même chose en miroir et va se permettre de faire la même chose. Et ça va être merveilleux. On va avoir des enfants. Moi, je me souviens d'une de mes filles qui, une fois, m'a dit euh, Maman, quand tu parles fort, j'ai peur. Ok, ma chérie, merci beaucoup. C'était un magnifique message. J'étais- elle avait tellement pas l'habitude de m'entendre élever la voix, je ne sais plus du coup dans quelles circonstances c'était, mais c'était juste génial, c'est qu'elle avait juste pu me dire oh là là maman, là t'as élevé un peu la voix, j'ai eu un peu peur quoi. Et donc elle a tout de suite pu réguler, elle a tout de suite pu me dire et c'est génial. Alors bien entendu quand j'ai reçu ce feedback, je me dis waouh, ah bah génial, vraiment merci, bravo, bravo à toi d'être en capacité de faire ça. T'es vachement plus doué que moi parce que moi il m'a fallu attendre un certain nombre d'années avant d'y arriver. Et Donc là, tu es formé c'était génial. tu es formé à Ouais. l'approche Gordon, ce qui fait que ceci, tu ne l'as pas perçu comme une critique personnelle, une attaque,
Ah non, Au contraire, c'est-à-dire que tu t'es dit, c'est l'expression effectivement d'un besoin, avec une demande quelque part qui est sous-jacente, de dire, voilà, j'ai ressenti de la peur quand je t'ai entendu crier. Limite, c'est un message, c'est une information qui est précieuse pour l'adulte. mais c'est magnifiquement merveilleux. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est comme quand on reçoit un feedback, quel qu'il soit, parfois ça peut mouiller, mais et en même temps, c'est ce que je prône et ce que je développe et ce que j'ai appris à faire grâce à Gordon, en fait, donner du feedback comme ça. Donc, quand je vois tout d'un coup un de mes enfants relativement jeune, très jeune, arriver à en faire un aussi beau et dans des circonstances aussi particulières, je me dis waouh. Alors ça c'est vraiment génial, hein, vraiment génial. Et ouais, donc c'est vraiment se permettre à soi d'être congruent, d'être assertif de la bonne manière, c'est-à-dire sans euh, critiquer, sans casser l'estime de l'autre. Et donc, du coup, en miroir, donner la permission à l'enfant de faire de même. Donc, c'est juste les étapes les plus essentielles du développement de l'intelligence émotionnelle. Ouais. Concrètement, on revient sur cette histoire des chaussures qui ne sont pas enlevées à l'entrée de la Mmh, maison. Qu'est-ce mmh. qu'on peut dire, justement, et comment on peut trouver ce terrain d'entente entre l'enfant et l'adulte et ne pas être dans une situation de dominant-dominé, du coup, où l'adulte va ordonner, va peut-être menacer, mais va plutôt être dans une approche de coopération avec l'enfant, avec une compréhension de ce qui se passe en lui et une expression également de ce qui se passe en lui-même en tant qu'adulte. Voilà, moi, pour moi, c'est important parce que, quoi. Comment faire, du coup? Alors, comment on fait? Alors, déjà, la première des choses à faire, c'est que c'est quand même très difficile pour nous de mettre ça en œuvre en direct, à chaud. C'est-à-dire, si c'est un comportement, en gros, si c'est un comportement répétitif qui nous pose souci depuis plusieurs fois, il y a un moment où il faut qu'on fasse un arrêt sur image et qu'on se dise, OK, tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné, à l'évidence, puisqu'il continue à rentrer avec ses chaussures. Donc, comment est-ce que je peux faire différemment? Donc, dans ce cas-là, un moment de calme, un autre moment de l'entrée de l'entrée dans la maison, lui dire, écoute, Jérémy, je voudrais bien qu'on se pose 2 secondes là, parce que moi j'ai un souci, ça fait plusieurs fois qu'on se parle de tes chaussures quand tu rentres dans la maison. En même temps, je vois que tu continues. J'aimerais bien qu'on se pose 2 secondes pour comprendre ensemble ce qui se passe et puis trouver des moyens pour que ça se passe mieux à Hmm. l'avenir et qu'on trouve des solutions qui taillent à toi et à moi. Donc, première chose, à froid. Ensuite, on fait ce qu'on appelle chez Gordon une étape zéro, c'est-à-dire un peu ce que je viens de faire là. C'est-à-dire, je prépare le terrain, je demande à l'enfant s'il est OK de faire cet échange-là, etc. En amont de ça, je me suis préparée. Surtout si c'est la première fois en tant que parent que je fais ça. Hmm. Je me suis préparée et je me suis posé la question, mais finalement, c'est quoi mon besoin là-dedans? Ah. En quoi c'est si important pour moi qu'il enlève ses chaussures? Tu veux dire que le fait de reproduire ce que nos parents nous ont dit, c'est-à-dire que justement on rentrait pas avec les chaussures dans la maison, ça suffit pas du coup faire du copier-coller, ça suffit pas, il faut aller chercher ce qui a du sens pour nous, tu veux dire? Eh bien oui, d'ailleurs, ça nous permettra de nous débarrasser de 2, 3 trucs un petit peu Ah, encombrants. ok. Et précisément, précisément, c'est vraiment une des choses auxquelles Gordon nous encourage en particulier. On en parle peut-être en ce qui concerne tous les conflits de valeurs. Mhm. C'est vraiment de se dire, voilà, finalement, si j'ai un sujet de valeur qui pose vraiment souci dans la relation, dans ma relation aux autres, de façon continue, il y a un moment où il faut que je pose le truc et je dis, attends, 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 ça vient d'où ça? Est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que je l'ai hérité dans le biberon? Est-ce que je veux le garder ou pas? Me remettre dans une posture de choix par rapport à ça. Voilà. Donc en tout cas, en préparation de la résolution de conflit, c'est la première chose à dire, c'est attends, c'est quoi mon besoin là-dedans? En quoi c'est si important pour moi? Cela. Est-ce que c'est juste, c'est parce qu'il doit m'obéir? Ok, c'est ça, mais et encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein, c'est pas suffisant ça. Ok, t'as besoin de respect. Et en quoi c'est important pour toi, là précisément, qui rentre en enlevant ses chaussures? Bah, il y a une question de propreté dans la maison, de respect du travail fait dans la maison. Ok. Ok, donc c'est important pour toi que la maison reste propre. Ton besoin, c'est que la maison reste suffisamment propre et puis que savoir que ton travail a été respecté. Ok. Et l'enfant, c'est quoi son besoin? Donc, en amont, se poser ces questions, c'est vachement aidant parce que bah, ça sera beaucoup plus facile après d'interagir avec l'enfant une fois qu'on est à peu près au clair sur notre propre besoin et qu'on s'est posé des questions sur l'enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire? En quoi c'est si important pour lui?
qu'est-ce que ça lui apporte de rentrer en courant dans la maison avec ses chaussures? Voilà. Qu'est-ce que ça vient remplir chez lui d'important? Voilà. C'est important de se poser cette Hmm. question et tout d'un coup, d'ailleurs, quand on se pose ces questions en tant que parent, on arrive à toucher des choses qui parfois peuvent nous toucher d'ailleurs, qui peuvent dire, ah ouais, c'est vrai, ben, il a juste envie de rentrer au chaud, il réfléchit pas trop dans ce moment-là, il n'a pas toutes les règles en tête. Bon. Il y a peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, je me prépare mentalement à l'entendre, à l'écouter quand on en sera à parler de son besoin à lui, euh, en me disant que bah, mon besoin ne vaut pas plus que le sien. Nos besoins coexistent. Nous ne sommes pas dans qui a raison, qui a tort. On s'en fiche de qui a raison, qui a tort. Cela n'apporte rien. Hmm. Rien. On est dans chercher à avoir satisfaction de nos besoins. On change complètement de logique. Mais Ouais. on est ferme sur le fait que la solution trouvée répondra aux besoins de l'enfant et répondra à mon besoin. Très ferme là-dessus. Souple sur les solutions, ferme sur les besoins. Ouais. Et l'idée, c'est que chacun soit OK, et valide donc la solution qui a été trouvée. Là, Ouais. pour le coup des chaussures, si le cas est Mmh. répétitif et que si ça donne Mhm. lieu à des frictions systématiques, c'est Mhm. que finalement, ces conflits de friction donc n'ont pas été efficaces en soi. C'est quelque chose qui est employé justement bah, dans Mhm. Parents efficaces, hein, où on parle Mhm. d'efficacité, mais des fois, Mhm. l'approche que nous avons n'est pas efficace et on est dans un tel conditionnement et dans de tels automatismes qu'on reproduit, on reproduit, on reproduit. C'est ça que j'aime Mhm. beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, on en a rigolé, mais c'est un des points essentiels, c'est qui j'imite quand je fais ça. Mhm. Et déjà à l'époque, et c'est peut-être s'offrir un peu d'écoute active pour l'époque, qu'est-ce que j'ai ressenti moi quand mes parents m'obligeaient à enlever mes chaussures à l'entrée sans me donner aucune explication, sans écouter ce que je ressentais. Peut-être que j'étais plein d'euphorie, plein de joie effectivement de rentrer dans la Mhm. maison. Personne n'a dit mais ouais, je comprends que tu ressentes cette joie de rentrer et puis tu as entendu la voix de papa effectivement ou Mhm. la voix de maman, tu as envie de te précipiter. Rien que le fait Mhm. de faire ce miroir de ce qui se passe dans le cœur de l'enfant, ça va Mhm. l'aider en fait à pouvoir réfléchir. Mhm. Parce que chez l'enfant, le cerveau n'est pas encore tout à fait câblé, et notamment Mhm. la partie qui permet de réfléchir, qui est située ici. Mhm. Et quand on pose des mots, qu'on l'aide à poser des mots sur son ressenti, ça Mhm. l'aide à justement reconnecter cette partie qui réfléchit. Et il se sent Oui, connecté justement à la personne qui est en face de lui et à oui, lui-même. exactement. Exactement. Il va vraiment pouvoir comprendre ce qui lui arrive parce que lui, ben, bien heureusement, il n'est pas en train de se dire en rentrant dans la maison, comme je suis content que papa soit. Non, il n'est pas en train de se dire ça. Il rentre dans la maison. Donc effectivement, le fait de poser des mots, ça va lui permettre de prendre conscience du processus interne, de ce qui se passe chez lui. Et du coup, déjà, c'est de la maturité en plus. Et, Oui, et ensuite, on peut tout à fait, ce qui va être intéressant, c'est de l'articulation. Ok, donc, ok, moi je vois que voilà, quand t'entends qu'on est rentré à la maison, t'as juste qu'une envie, et puis que tu rentres de l'école, que t'es crevé, t'as qu'une envie, c'est de vite nous retrouver et de raconter ta journée et tout. Et vraiment, je comprends que ça c'est vraiment important pour toi. Et, pas mais, et moi en même temps, tu vois, j'ai vraiment à cœur aussi bah, qu'on respecte la propreté de la maison et puis le travail qui a été fait dans la maison pour qu'elle soit propre. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme moyen pour que toi, bah, tu puisses voilà, t'éclater dans ton enthousiasme de nous retrouver mhm. et nous et moi pour que la maison reste suffisamment propre et puis le travail soit respecté. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme moyen? Et là, franchement, quand on arrive à rentrer dans ce genre de conversation avec les enfants, ils ont des idées extraordinaires. Mais extraordinaires. Du genre, là par exemple, ça pourrait être, bah t'as qu'à mettre mon nounours devant la porte. Comme ça, je me souviens qu'il faut enlever mes chaussures. Ça peut être des trucs aussi bêtes que ça. Mhm. Ou t'as qu'à mettre, enfin, changer un petit quelque chose sur le trajet de sorte que j'y pense. Enfin, ça peut être des choses toutes bêtes, mais il faut surtout pas penser que nous, en tant que parents, on aura les meilleures solutions parce que ça sera rarement le cas. Les meilleures solutions seront souvent celles qui sont trouvées par les enfants, quel que soit leur âge, Ouais, et, euh, et qu'il faut absolument prendre au sérieux parce que si c'est une solution qui leur plaît, bah, super. oui, Même si nous, ça nous semble complètement saugrenu, à partir du moment où c'est une solution qui leur plaît, à partir du moment où ils pensent qu'avec son nounours devant la porte, on laisse nounours le soir, par exemple, je dis n'importe quoi, on laisse nounours le soir en partant à l'école devant la porte et quand je le vois en revenant, bah, je penserai à enlever mes chaussures, etc.
c'est un truc tout bête, bah, si lui, ça lui plaît, bah, juste pas te prendre la tête. C'est ça. Il y a de bonnes chances que ça marche. On n'est Oui. pas 100% sûr, mais il y a de bonnes chances que ça marche, donc faut tester. Oui. Donc l'enfant va proposer ça, le parent va dire s'il est OK ou pas, Ouais. et ensuite la solution sera adoptée, et comme l'enfant a été force de proposition, il sera plus engagé dans la réalisation Mmh. de cela. Voilà. Exactement. Et alors, on peut faire aussi une belle reformulation synthèse à la fin. Et c'est très important parce que c'est en ça que aussi on n'est pas dans le monde des. Non, non. C'est-à-dire, ok. Donc, si j'ai bien compris, si ça te va, toi, ce que tu dis, c'est on va mettre Nounours devant la porte le matin quand tu pars à l'école. Et comme ça, quand tu rentreras, ça te permettra de te souvenir d'enlever tes chaussures. Et du coup, moi, bah, c'est génial parce que ça me permettra de garder la maison propre parce que tu rentreras pas avec tes chaussures. Et puis, du coup, moi, je serai contente parce que ça remplira mon besoin de respect par rapport au travail fait. Est-ce Oui. que tu es OK, Jérémy, avec ça? Enfin, Ouais. on a bien reformulé. Comme s'il y avait un petit contrat entre nous. Comme si, en tout cas, il y a un accord entre nous. Hein, c'est pas juste, OK, on met le petit nounours, allez, viens, je t'emmène prendre une glace. Non, non, on reformule bien pour bien expliciter que le nounours là, c'est une solution pour permettre d'enlever les chaussures, pour permettre de remplir les besoins de chacun, et que si tout cela fonctionne comme ça sera juste génial. Voilà, donc reformule bien, et après on peut aller prendre une glace. C'est ça. Donc là, il y a eu un conflit Hmm. avec zéro perdant. Ben oui, Donc c'est gagné finalement, j'ai envie de dire. c'est ça. Donc c'est Alors, gagné, c'est ça. Jérémy a maintenant 15 ans. Mhm, Alors, Jérémy a eu ou pas la chance effectivement d'avoir un accompagnement avec la méthode Gordon et cette approche donc sans perdant. Mais admettons qu'il n'ait pas eu cette chance-là, ce qui fait qu'il est peut-être déjà dans une situation de crispation par rapport à ses rapports avec ses parents, justement parce que c'est très conflictuel, et conflictuel dans le mauvais sens, c'est-à-dire, d'ailleurs on emploie ce mot conflictuel souvent avec cet aspect mhm, péjoratif. Donc après mhm, cet épisode qu'on fait ensemble, j'espère que ça changera, mais admettons, on reste mhm, encore là-dedans. Donc mhm. des rapports conflictuels avec notre ado, c'est la guerre en fait, et donc ce Jérémy, 14 ou 15 ans, à sa chambre en désordre. Et j'espère qu'avec cet exemple, on va voir quelque chose qui est un peu plus nuancé et un peu plus fin, enfin plus fin, différent, disons, de ce conflit général, un conflit de valeurs. Et j'aimerais que Mhm. tu nous expliques un peu en quoi, quelle est la différence justement avec ceci. Qu'est-ce qu'un conflit de valeurs dans ce cas? Alors, la question du rangement est une magnifique manière d'illustrer ce que c'est qu'un conflit de valeurs. Euh, Alors, un conflit de valeurs chez Gordon, c'est quand le comportement de l'autre me pose souci, et cependant, il n'a pas de conséquences tangibles et concrètes pour moi. Donc du coup, bah, ça me pose souci quand même, hein, que la chambre de mon ado soit en désordre, ça peut poser souci à certains. Euh, et en même temps, bah, très concrètement, ça n'a aucun impact sur moi. Oui, À part le fait que quand j'ouvre la porte, je fais «Ah!», mais à part ça, très concrètement, de façon très tangible, ça n'a pas d'impact sur moi. oui, Ça, c'est très différent si on parle du rangement du salon ou de la cuisine. oui, Parce que le salon ou la cuisine sont des lieux de vie communs. Donc, quand mon ado vient prendre un goûter avec ses potes et que tout le monde repart et hmm, que la cuisine est dans un désordre innommable, euh, sans avoir été rangé, rien, tout est comme ça en l'air et que j'arrive à 20h30 en étant crevé du boulot, oui, euh, là, pour le coup, c'est un problème de rangement, mais qui a un impact tangible et concret pour moi. Hein, c'est que la cuisine est en désordre, il va falloir que quelqu'un l'arrange. Je ne peux pas tranquillement me préparer mon repas, je ne peux pas me détendre tout de suite, etc. Donc ça, voilà. Donc dans ces cas-là, on n'est plus dans un conflit de valeur, on est dans un conflit de besoin. Donc la valeur, c'est quand le comportement de l'autre n'a pas d'effet tangible et concret pour moi. oui. Cependant, il génère une forte émotion chez moi. Et certains vont dire, justement, bah si, ça a des impacts concrets sur moi. Si la chambre est sale, s'il y a une odeur nauséabonde qui est issue de la chambre de l'adolescent, du coup, il y a bien un impact sur l'ensemble du lieu de vie. Ah, effectivement, donc il peut y avoir, dans les cas tout à fait extrêmes, un impact sur le On lieu me de dit dans vie. l'oreillette que c'est pas si extrême, du coup. Ah, d'accord. Ok. Donc effectivement, s'il y a une odeur et que c'est nauséabond,
Si le niveau d'hygiène effectivement passe en dessous d'un certain niveau et que ça pose des Hmm. problèmes d'hygiène pour toute la maison, bien sûr, là, ça a un impact tangible et concret. Mais ce qui est important, c'est que en tant que parent, quand on va venir confronter l'ado sur ce sujet-là, on raconte pas de carabistouille. Oui. C'est-à-dire qu'on n'invente pas un effet tangible et concret qui est faux. Ils sont pas dupes. Si je leur dis euh, à l'ado de 15 ans, si je lui dis ah et en plus ça empêche de laver ton linge, etc. Bah, il va me dire bah c'est mon linge, c'est mes fringues. Bah oui. And so what? L'effet tangible, il est pas pour moi. Il est pas pour moi en tant que parent, il est pour lui éventuellement. Donc Oui. si je lui dis, ah, mais tu te rends compte, tu n'auras pas ton linge propre, bah, il va me dire alors. Lui, ça ne le dérange pas de porter le C'est pas même son jean 15 jours. problème. C'est le problème du Non, parent, là, qui est pas vraiment un exactement. problème pour lui, quoi, du coup. Hmm. Exactement. Donc les conséquences concrètes, on aurait tendance à dire les conséquences concrètes pour l'ado. Tu te rends compte, tu n'auras pas tes fringues, c'est pas un environnement paisible pour travailler, pour faire tes devoirs voilà. Donc on va lui dire plein de trucs, mais enfin, c'est pas un effet tangible et concret sur moi en tant que parent. Donc du coup, tout à chacun, tout être humain en fait, est beaucoup moins motivé à changer son comportement si il n'a pas d'effet tangible et concret sur la personne demandeuse. Oui. C'est très simple on comprend. Enfin, je sais pas si c'est pour donner une autre illustration Mais peut-être là, pour c'est être le plus cas pour clair. l'ordre. C'est ce que tu disais pour l'ordre, en fait. L'ordre, le rangement d'une chambre. Mhm. Au fond, ben, ça a de l'impact que sur l'ado s'il y trouve de l'impact, en fait. C'est-à-dire si ça le Exactement. dérange. Mais au Oui. fond, c'est pas le problème du parent. Ben non. C'est ça un conflit de valeurs. Bah, en fait, alors, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en gros, les conséquences tangibles et concrètes ne sont pas sur le parent, le parent peut éventuellement essayer, enfin, avoir envie de stipuler les effets tangibles et concrets qu'ils anticipent pour l'enfant, mais enfin, l'enfant, il peut dire, bah, c'est mon problème. C'est pas Oui. le tien. Hein. C'est comme les parents qui disent ah, j'étais très inquiet, tu avais dit que tu rentrais à minuit, tu es rentré à minuit 10, j'étais mort d'inquiétude. Et ils disent bah oui, bah, le père de Tom, il en a rien à foutre. Hein. Hmm. C'est un peu ton problème Ouais. si tu es inquiet. Enfin, donc, euh, il faut juste être au clair que les ados, si on revient à la chambre, bah, ils vivent leur vie. Et puis il y a un moment où, quand ils en auront vraiment marre du désordre, ils se mettront à ranger. Mais, mais tant que nous, on les pousse en tant que parents en leur disant non, 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 le désordre, non, 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 la chambre, etc., en fait, on repousse d'autant le moment où ils auront envie de regarder en face leur désordre et de se dire attends, si je changeais quelque chose. Voilà. Oui. Donc, Alors, que donc, faire? donc voilà. Alors que faire? Alors en termes de, alors c'est pas parce qu'on est dans le domaine de la valeur que chez Gordon on dit laissez tomber. Bien au contraire. On dit juste que on n'est pas sur le même terrain pour confronter l'enfant puisque son comportement n'a pas d'effet tangible et concret sur nous. Donc, on est sur un terrain plus sensible, plus raffiné. Et donc là, en fait, Gordon a listé toute une série de procédés, il appelle ça des procédés, qu'on peut utiliser pour avoir des conversations à ce propos avec notre ado. Euh, et il distingue ces différents procédés en disant qu'ils sont plus ou moins risqués pour la relation. En gros, le postulat, c'est que ça peut être risqué pour la relation d'aller challenger quelqu'un sur ses valeurs. Et c'est vrai pour les ados, c'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour tout le monde. Ça peut être risqué pour la relation. Plus ou moins risqué en fonction des procédés. Et donc, l'invitation, c'est de choisir ses batailles, refaire le tri entre les trucs Hmm. hérités dont on n'a plus besoin et puis celles qui sont vraiment importantes pour nous. Hein. Et une fois qu'on a choisi nos batailles, choisir les procédés qui vont être les plus adaptés en fonction de la situation. Voilà. Oui. Et donc, les procédés, ils vont de changer ma valeur, Hmm. donc au moins risqué pour la relation. Et c'est vrai que je peux me dire, et c'est ce qui s'est passé moi avec mes enfants, que finalement, quand je réfléchissais un peu à ma propre chambre d'ado, c'était pas si extraordinaire que ça. Et donc du coup, j'ai d'une certaine façon lâché sur le fait sur le rangement de leur chambre, à- de leur chambre. Hmm. Hmm. J'ai lâché là-dessus, j'ai changé, je me suis détendu là-dessus.
Il y a d'autres choses sur lesquelles je ne pourrais pas me détendre. Il y a par exemple, si on parle bah, par exemple, pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'harmonie, le respect, etc. Donc, si je vois un de mes enfants manquer de respect à quelqu'un ou être, enfin, ou tout simplement manquer de respect à quelqu'un, alors là, je vais pas changer ma valeur là. C'est, Oui, c'est mort. Donc là, je vais avoir d'autres procédés pour typiquement, là, si c'est un ado qui a des paroles qui manquent de respect à quelqu'un, là, j'irai direct à la confrontation. c'est-à-dire. Alors du coup, on Alors, est toujours dans c'est l'idée un d'un des conflit procédés. Un des sans perdant, procédés, quand même. alors oui, bien sûr, mais je lui dirais, bien sûr, mais je lui dirais, écoute, Jérémy, quand tu dis à Monsieur Dupont qu'il est nul et que c'est un bon à rien, je suis ultra choqué, Hmm. vraiment ultra choqué. Rien que ça déjà. Et Et après, je t'enchaînes peux. sur tu seras puni, du coup, c'est ça? Ah non. Après, j'enchaîne sur j'ouvre mes oreilles parce qu'il Ah y a quelque bon? chose. C'est dingue, Scoop Gordon. Waouh! Parce Oui, que, parce que, et c'est vraiment un exercice qu'on fait en atelier qui est vraiment génial. C'est de se rendre compte que juste déjà, quand on fait l'effort de se dire, OK, je me rends bien compte que la personne en face de moi a des valeurs différentes de moi, et en même temps, là, on va faire un exercice. Et on met des gens en situation réelle hmm, en stage, hein. On va faire un exercice et on va juste, avant de dire notre avis, notre opinion, on va avant reformuler ce que l'autre vient de dire. Juste ça. Juste pour voir ce que ça fait. Donc toi, tu penses, alors si j'étais géré, donc toi, tu penses que Monsieur Dupont, en fait, il nous a pas respecté en faisant ça comme ça. Du coup, tu es vraiment très très en colère. Imaginons que je oui. reformule. Et donc, j'ai continué à reformuler Jérémy. Bah oui, parce que non, non. Et donc, en fait, tu trouves que t'es déçu et en fait, quelque part, t'es embêté pour nous parce qu'il a vraiment fait quelque chose qui est pas bien pour nous dans le jardin et t'es très très en colère. Ah oui. Et donc, j'écoute. Et après, je vais pouvoir me réaffirmer. Et en même temps, tu vois, Jérémy, moi, je vois que toi, t'es super en colère, que quelque part, en disant ça, t'avais le sentiment vraiment de nous défendre, euh, et, parce que tu trouves qu'il a eu un comportement inacceptable. Et moi, en même temps, cette forme-là, l'affirmation que tu as utilisée, elle me choque parce que c'est blessant, c'est heurtant, et en plus, ça va pas avoir l'impact escompté parce que Monsieur Dupont va rien entendre de ce que tu lui as dit, il va pas comprendre ce qui se passe. Voilà, donc je vais rentrer dans une conversation comme ça, dans un changement on appelle changement de position, hein. Je vais m'affirmer, je vais écouter, je vais m'affirmer, je vais écouter. Juste déjà pour faire part à Jérémy de ce en quoi son comportement m'a posé souci. Oui. Donc on Donc il n'y a pas, reflète, il y a pas de gagnant et pas de perdant, il y a juste un échange, c'est cœur ça. à cœur, adulte à adulte, parce qu'en fait à 15 ans, Oui. on est presque, hein. En tout cas, on est dans un échange cœur à cœur. Mais on s'affirme, on dit qu'on n'est pas d'accord, Ah oui, premièrement. ah oui, Et ensuite, on passe à l'écoute et non pas à des méthodes coercitives qui vont pas responsabiliser l'adolescent, parce que finalement, pardon, la conséquence de son comportement sera la punition, alors qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est pas ça, c'est qu'il soit responsable et qu'il prenne conscience, quelque part, justement, des conséquences de ses actes, et qu'il prenne un autre chemin relativement à ceci. Parce que peut-être que, effectivement, comme tu l'as évoqué dans cet exemple, il a été lui aussi débordé par ses émotions, hein, parce qu'on a bien tendance un sûr. peu à l'oublier, mais les ados ont un cerveau en chantier, eux Ah aussi. bah, Donc, quand ils ont une émotion qui naît, et ben, ça peut les mettre complètement en détresse, ils comprennent pas ce qui se passe, et ils vont être dans la surréaction, enfin dans la réaction comme ça, automatique, et notamment ceci, peut-être insulté, peut-être... voilà. Donc on s'affirme, et on offre de l'écoute pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire reconnecter ce cortex préfrontal, là, bien pour sûr. permettre justement à l'adolescent d'avoir ce miroir de ce qui s'est passé et d'ensuite pouvoir trouver des solutions, comme on l'a fait avec l'enfant et justement les Mhm, chaussures à l'entrée, afin qu'il puisse devenir responsable. Et on n'exige pas une obéissance qui mhm. va forcément être une confrontation stérile, en fait, hein, l'obéissance à un moment, ou alors un effacement de l'ado qui va profiter, qui n'est pas l'autorité pour faire ce qu'il avait Ah, à bien faire. sûr. Mhm. Mais là, au contraire, c'est vraiment respectueux parce que on replace donc cette empathie, et surtout on s'affirme en tant que parent. Je trouve ça très équilibré en fait comme Mhm. approche, et je trouve que ça mériterait d'être enseigné dès le plus jeune âge en fait ceci, justement par l'exemple d'adultes qui l'offriraient à Oui. des enfants, puis et
on va peut-être ensuite parler de ceci, mais parce qu'on va parler des adultes aussi. Mm. Justement, comment transformer cette société? On vient de voir les ados, là, maintenant on va faire un petit saut, un peu Oui, plus... mais avant ça, si je puis me permettre, Pardon, je vais juste vas-y. rebondir sur une chose. Parmi les procédés que Gordon a décrits, alors, d'abord, une première chose. C'est pas obligatoire qu'on arrive à une solution. Quand j'échange comme ça avec mon ado à propos on cherche pas obligatoirement une solution. L'important, c'est d'avoir échangé cœur à cœur. Moi, je me souviens par exemple avec une de mes filles, de temps en temps, elle débordait et j'estimais que la manière dont elle me parlait ne m'allait pas. Oui, Et donc, je lui disais, là, quand tu me parles comme ça, cela ne me va pas. Je suis touchée, je suis triste. Et vraiment, j'étais très ferme avec ça et enfin, dans le sens où je lui disais là, stop quoi, hum, c'est plus possible. Et hum, on arrivait après à échanger, elle, ça l'arrêtait, elle se rendait compte, moi après j'arrivais à l'écouter, parce que bien sûr, si elle me parlait comme ça, c'est qu'elle était en colère et ça. Donc j'arrivais à l'écouter, mais j'étais très ferme sur le fait que là, la limite avait été dépassée, que c'était plus possible. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas résolutoire par une solution, c'est résolutoire par le processus d'échange en fait, qui fait déjà beaucoup de bien et qui fait que l'ado, il va apprendre à se réguler de mieux en mieux. oui, Je veux pas qu'ils me disent oui, pardon, t'as raison, etc. Enfin, obligatoirement, je veux pas qu'ils. Je veux juste déjà qu'on puisse avoir un échange. Je me réaffirmerai peut-être plusieurs fois en lui disant, tu vois, et en même temps, tu vois, quand tu me parles comme ça, quand tu me dis ces mots-là, c'est pas ok pour moi. Voilà. Et voilà, on est dans un échange. Donc c'est pas toujours une solution. La première chose. Deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que parmi ces procédés pour résoudre des valeurs, il y en a un autre qui est essentiel, c'est être un exemple. C'est-à-dire qu'une des manières les plus importantes qu'on ait depuis la naissance de l'enfant pour lui transmettre des valeurs, c'est nous, notre façon de faire. Si je ne cesse de pervertir la vérité quand je parle à Monsieur l'agent ou quand je parle à tante Agathe qui m'invite pour le thé et malheureusement mercredi on ne pourra pas y aller. Hein, vous voyez, si moi pervertir je la vérité, c'est-à-dire mentir, par exemple? oui, bien sûr, bah Oui, 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 en l'occurrence mentir. Même si j'aime pas trop les étiquettes de mensonges, en tout cas, on en reparlera. Mais en tout cas, oui, en tout cas, si je cesse moi de mentir ou de dire voilà, bien entendu que l'enfant fera la même chose. Donc, hum, il faudra pas s'étonner qu'après il fasse la même chose. hum, Et donc, s'il y a vraiment quelques valeurs qui sont clés pour moi et que je veux transmettre, une des meilleures manières de faire, c'est vraiment d'essayer autant que faire se peut d'incarner ces valeurs, y compris la fameuse valeur d'imperfection, une valeur d'acceptation de l'imperfection, quitte à verbaliser. Tu vois, c'est vrai que j'aime bien que les choses soient bien rangées et tout, mais là, je suis pas du tout arrivée samedi, j'étais trop crevée, voilà. Ok. Et c'est ok, voilà, on est clair sur nos valeurs, on essaie de les incarner du mieux possible, on essaie de verbaliser quand on n'y arrive pas tout à fait, voilà. Et là, on est ok. au plus clair possible pour transmettre des valeurs sans même s'en rendre compte, en fait. Donc Oui, ça, c'est c'était, ça. voilà, excuse-moi. Donc allons au monde adulte, je t'écoute. Alors, C'est quoi ta on va question? maintenant parler Ouais. après l'adolescence, non, après l'enfance et après l'adolescence, nous allons maintenant parler des adultes. Mhm. Des adultes qui ont toujours en eux cet ado et cet enfant intérieur, si on Bien veut, sûr. donc qui a peut-être été conditionné, hein, c'est le cas aujourd'hui, hein, quand je parle aussi peut-être à cet enfant, cet ado qui était là. Et justement, donc, ce Jérémy, maintenant, il a 30 ans. Mhm. Donc peut-être qu'il a intégré tous ces principes de conflit sans perdant, ou peut-être pas. On ne sait pas, il a peut-être été influencé autrement à un certain moment. Il s'est dit que crier pour s'imposer, c'était pas mal. Et il travaille dans une entreprise. Et il se trouve que on lui a donné une équipe donc en charge, et il doit manager cette équipe Mhm. avec ce que l'on sait de ce lot de décisions à prendre et justement de solutions à adopter par les uns et par les autres. Et là, Mhm. comment faire lorsque on est manager d'une équipe, on est adulte, hein, et on doit imposer, alors je fais exprès d'employer ce mot, hein, imposer des décisions qui vont impliquer donc la bonne marche d'une entreprise. Comment faire? Alors, alors, impliquer des décisions, c'est. Alors, d'abord, quand je suis manager d'une équipe, euh, autant que faire se peut, j'essaye d'avoir suffisamment d'assertivité dans un système pour m'assurer que je ne suis pas juste exécuteur d'ordre.
À moins que je sois Oula, dans l'armée, à moins que je sois dans l'armée sur le, à moins que je sois dans l'armée sur le terrain. Hein. Attention, quand je suis dans l'armée sur le terrain, très bien, il y a des moments où il faut exécuter des ordres, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, déjà globalement, en tant que manager, on doit s'assurer qu'une partie des décisions et des changements qu'on met en œuvre à l'intérieur de l'équipe, euh, tout ne soit pas juste du top-down, parce que sinon, c'est quoi le si, top-down? top-down, c'est le manager directif qui décide tout, qui dit à tous ses collaborateurs, c'est comme si, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et au suivant, quoi. Donc ça, Comme le parent un euh, peu qui exige l'obéissance, quoi, si on veut. exactement. Alors, il y a les Ok. mêmes, hein, il y a les mêmes chez les managers, il y a les mêmes chez les managers. Mais donc, du coup, bien entendu, alors ça marche bien si on a des bénis oui-oui en face, hein, dans l'équipe. Bon, enfin, c'est pas ce que ça n'existe de moins en moins déjà les bénis oui-oui. Et ensuite, c'était peut-être ce qui marchait il y a quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, c'est même plus impensable de faire ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que manager, il est très important qu'il y ait, déjà, quand on prend des décisions, quand on met en place des changements dans une équipe, qu'il y ait une vraie marge de manœuvre pour que les décisions soient pas juste directives top-down, elles viennent du haut vers le bas, mais soient co-décidées. Enfin, je dis pas tout, mais une partie, en tout cas, voilà, qui soit participatif, etc. Et donc, Gordon, il l'a très bien écrit. Alors, le premier bouquin de Gordon sur le leadership collaboratif, il date de 1955. Donc, autant dire qu'il avait 70 ans d'avance. Son deuxième bouquin, Leader efficace, est plus récent. Et vraiment, il est juste génial parce qu'il montre des cas et des cas et un nombre de cas incroyables de leaders qui ont totalement transformé leur manière de manager les hommes en apprenant précisément à faire ce dont on parlait avant. C'est-à-dire s'affirmer de façon claire en utilisant les messages quand il y a un problème, poser le cadre, etc. Écouter pour de vrai les collaborateurs quand ils ont un souci sans les juger, essayer de les aider à mettre à jour leurs besoins, etc. Et résoudre les conflits sans perdant aussi, parfois de façon collective. Hein. On peut faire des résolutions de conflits à l'échelle d'une équipe. Euh, et, et voilà. Et ce qu'on trouve en fait sur le terrain, parce qu'il se trouve que j'interviens aussi en entreprise beaucoup, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, alors on a toujours eu besoin de ces compétences, mais aujourd'hui plus que jamais, les leaders ont besoin de ces compétences. On est dans un monde en plus, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais qui se transforme très rapidement, avec des vrais enjeux multidimensionnels, économiques, écologiques, digitaux, euh, qui font que la vie au travail est en train de se transformer dans tous les sens. Donc, pour arriver à traverser toute cette complexité, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de donner les moyens aux humains qui sont dans ces systèmes-là d'être suffisamment dans comment dire, soutenus dans des équipes soutenantes pour arriver à traverser la tempête. C'est la seule chose à faire. Et donc, le développement des compétences relationnelles des leaders est juste essentiel. Essentiel. Tu veux dire que les leaders doivent avoir cette partie empathique en eux, c'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a vu pour le cas familial, comprendre le pourquoi des comportements et essayer de trouver des terrains d'entente basés justement sur cette compréhension des mécanismes les plus psychologiques et les plus émotionnels chez les gens. Bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Et c'est pas ben c'est encore imaginons le patron de Jérémy, Robert, euh, ok, Robert. Si sacré Robert, Robert. si Robert commence à dire de Jérémy, enfin, si dès que Jérémy a un comportement qui va pas complètement à Robert, Robert se dit ah c'est un bon à rien, il n'y arrivera jamais, voilà bon bah c'est perdu. Voilà, on perd l'occasion de faire en sorte que Jérémy se sente mieux dans son job, fasse mieux son job, etc. Si par exemple Robert se dit bon Jérémy ça fait 4 fois que là il me rend un truc en retard. Je vois bien qu'il y a des remous dans son équipe en ce moment. Je vois pas. Il serait peut-être bien que je vois qu'il doit être, il doit vivre une difficulté. Ce serait peut-être chouette qu'on ait un entretien, que j'ai un entretien avec lui pour voir ce qui se passe et si besoin, voir s'il a lui un besoin insatisfait. Comment est-ce qu'on peut l'aider collectivement à aller au-devant de cette difficulté. Voilà. On n'est pas
là encore, donc, qui a raison, qui a tort, on est juste dans comment est-ce que je fais pour créer des conditions de l'entraide entre moi et les personnes que je manage, mais aussi à l'intérieur de l'équipe. Oui. Mais quelle perte de temps, non, Nathalie? C'est comme là, à l'entrée donc de la Ouais. maison, plutôt on peut faire obéir l'enfant en lui faisant peur, et en entreprise c'est pareil. Pourquoi pas menacer? T'auras pas de prime, par exemple. Ça, Pourquoi s'engager dans l'humain finalement parce qu'on franchement, entre fais ci tout de suite qui te prend 10 secondes et est-ce que tu souhaiterais qu'on parle de tes besoins est-ce qu'on pourrait parler de tes besoins? Est-ce que tu aurais un instant? Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou tu te rends compte? Là, je viens de faire cette phrase. On a trois déjà, fois plus déjà, de temps perdu, quoi. alors déjà, si tu voulais vraiment comparer le temps passé, il faut que tu comptes les 10 fois, il faut que tu comptes les 10 fois où tu vas répéter fais comme si, obéis. Donc déjà, donc ça fait 10 fois 10 secondes, ça fait déjà 100 secondes. Et ensuite, et ensuite, il faut que tu comptes tout le temps perdu de l'inefficacité. Parce que pendant ce temps-là, Jérémy continue à mal faire parce qu'il n'a pas envie de mettre en œuvre la solution miracle que tu lui as proposée, etc. Donc tout ça, c'est de la déperdition. C'est en ça que Gordon il parle beaucoup d'efficacité. C'est qu'en fait, en étant clair dès le début, on gagne en efficience, tout simplement. C'est-à-dire que si j'arrive, ou si je commence à me rendre compte que là, il y a maintenant carrément des gens qui commencent à se mettre, beaucoup de gens en arrêt maladie dans l'équipe de Hmm. Jérémy, que ça commence un petit peu à, il y a quand même des signaux là un petit peu. Là, moi, en tant que manager de Jérémy, ça me pose. Là, pour le coup, je suis dans le rouge aussi. Moi, j'ai un souci, donc Ouais. je peux aussi. Là, je suis un peu inquiet, Jérémy. Je vois qu'il y a un truc qui se passe dans ton équipe. Je sais pas très bien ce qui se passe. Et en même temps, voilà. Donc, avoir le courage d'aller au devant de ces situations-là, bah, ça prend du temps, c'est de l'investissement en temps. Mais derrière, bah, en fait, derrière, on remet Jérémy dans le bateau. On arrive à trouver ensemble des solutions. Il se sent épaulé. Il y a des chances qu'il arrive à s'en sortir. Et du coup, on renforce la relation, on crée un environnement dans lequel Jérémy va pouvoir se développer, grandir et faire grandir ses équipes. Oui. Donc, on crée un cercle super vertueux. Et ce dont je vous parle là, c'est pas le monde des bisounours. Je connais des tonnes d'équipes dans lesquelles ça se passe comme ça. Hmm. Et moi, tous les jours dans mes équipes, j'essaie de faire en sorte que ça se passe comme ça. Je dis pas que c'est facile tous les jours. Je dis que c'est juste une merveille. C'est un cadeau qu'on se fait à nous en tant que manager. Parce que manager comme ça, c'est tellement génial, c'est délicieux, et c'est un cadeau qu'on fait à chacune des personnes de l'équipe, parce que c'est juste des environnements de travail phénoménaux. Et aujourd'hui, les Jérémy de 16-17 ans là, qui arrivent sur le marché du travail, ce sont ces environnements de travail qu'ils veulent, pas les autres. Et ils ont bien raison. Ouais. C'est vrai. Et un Jérémy qui, justement, a été éduqué comme ça, est habitué à parler de ses besoins, est habitué justement à offrir de l'écoute aussi aux autres. Mmh. Si il rentre dans une entreprise ou une école, hein, peu Mmh. importe, Mmh. où il va justement y avoir ce top-down et notamment ces méthodes très très directives, comment va-t-il survivre? Alors, alors C'est pas un petit mot que non, non, j'utilise, mais hein. là j'ai l'impression que tu as un peu d'expérience sur le sujet, Jeff. Peut-être que tu pourrais témoigner toi-même. Mais alors, j'en ai quelques-uns des comme ça autour de moi, comme tu peux l'imaginer. Euh, D'abord, les Jérémy, quand ils grandissent comme ça et qu'ils ont eu la chance d'avoir été un petit peu biberonnés à ça, d'abord, ça ne veut pas dire que tout est toujours parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conflits. Bien au contraire, comme on le Hmm. disait, il y a toujours des conflits. Par contre, ils sont régulés à peu près bien, le plus souvent, et les relations se retrouvent renforcées. Donc, déjà, il ne faut pas espérer que tout soit simple une fois qu'on est baigné dans ces environnements-là. Tout est beaucoup plus simple, ça c'est sûr. On arrive à régler les conflits, c'est génial. On renforce les relations, mais il y a encore quelques conflits, bien sûr. Hmm. Moins qu'avant, mais il y en a encore. Bon, ça déjà. Ensuite, c'est Jérémy, quand ils arrivent dans des environnements, le plus souvent, moi j'en connais quelques-uns qui sont devenus des médiateurs de leur système. En gros, quand il y a un souci, avec une autorité injuste, un truc comme ça. Ils prennent souvent d'ailleurs le bâton de pèlerin pour aller voir l'autorité injuste, essayer de négocier, etc. Ou ils deviennent régulateurs, ils deviennent médiateurs à l'intérieur du système. Donc ils ont, sans le savoir et sans vraiment avoir appris, ils ont gagné en capacité, en compétences relationnelles, de sorte que bah, automatiquement les gens se tournent vers eux quand ils ont des soucis ou pour régler. Donc ça, Ouais. deuxième chose que j'observe très clairement. La troisième chose, c'est que quand l'environnement ne leur offre pas euh,
est vraiment trop directif et qu'ils ont le sentiment que leur voix ne compte pas et que ils seront jamais pris en compte, etc. Bah, il y a un moment où ils sortent du système, ils vont dans une autre boîte. D'accord. Et c'est clair qu'aujourd'hui, moi, je vois dans la génération de mes enfants, bah, il y a plein de jeunes gens qui n'ont juste plus envie de se prendre la tête. Si ils ont le sentiment que l'environnement n'est pas porteur humainement suffisamment, alors on parle pas d'un environnement parfait parce que ça n'existe pas, Oui. mais un environnement suffisamment porteur humainement qui laisse suffisamment d'opportunités pour que l'humain soit pris en compte, etc. Bah, ils changent de boîte, c'est tout. Oui. C'est clair. Et on va refaire un parallèle avec la famille. Mhm. Un Jérémy qui aurait été éduqué, ou on va prendre un autre prénom, peut-être Oui, Enzo, qui aurait oui. été éduqué avec des méthodes coercitives et Mhm. qui serait arrivé à l'âge de 18 ans avec finalement ce conflit gagnant-perdant qui aurait été un peu son lot quotidien avec cette obéissance, etc., exigée, et qui d'un coup découvre l'approche Gordon et cette façon de s'affirmer, cette façon d'écouter. Quel est le risque là-dessus? Parce que c'est une question un peu orientée dans le sens où j'ai beaucoup de parents qui de nouveaux parents qui se Mhm. forment à l'approche empathique, justement, Mhm. et qui ont quasiment coupé des ponts avec leurs propres parents parce qu'ils ont pris conscience justement de cela. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que tu viens d'évoquer ce cas en entreprise, changer d'entreprise. Mhm. Ben, certains, carrément, prennent cette décision très intime et cruciale de couper carrément les ponts avec leurs propres parents parce qu'ils prennent Mhm. soudain conscience de cela et ils se reconnectent avec ce qu'ils ont vécu, avec leurs émotions. Et c'est un long travail, hein, d'ailleurs, hein, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Mhm. Et donc c'est pour ça, je voulais qu'on parle de ça parce que euh, est-ce qu'il y a un parallèle possible déjà? Bon, on choisit pas sa famille, hein, mais en tout cas, est-ce qu'il peut y avoir ce type de rupture, de cassure, lorsqu'on se rend compte soudain que, en effet, bah, on a des émotions, qu'elles sont à prendre en compte, qu'on a des besoins aussi qui sont à prendre en compte, et que malheureusement l'environnement dans lequel on était n'a pas pris en compte tout ça. Bien sûr. Je crois que Gordon, il dit que les enfants peuvent divorcer de leurs parents. Ah oui, Ouais, ouais, carrément. Et, et- et Gordon l'a documenté ça très vite, parce qu'il y a des fois où effectivement, il y a un moment où, quand on est dans ce chemin de compréhension personnelle, il y a un moment où ça devient juste insupportable de se rendre compte de ce qu'on a eu à vivre, et pour se reconstruire différemment, on a parfois besoin de prendre de la distance. Il peut arriver dans un second temps ou dans un troisième temps, quand on a pu pleinement euh, vraiment embrasser entre guillemets ces nouvelles compétences, qu'on a pu soit apprendre à reconnaître ses émotions, à en hmm, parler, qu'on a pu vraiment grandir là-dessus. Peut-être voilà, quelques années plus tard, tout d'un coup, on peut regarder à nouveau nos parents avec ce qu'ils sont. Et peut-être que on peut renouer quelque chose. Mais il est courant, effectivement, d'avoir besoin de s'éloigner, voire de couper, pour pouvoir tout simplement se reconstruire. D'autant plus quand on a nous-mêmes des enfants et on ne souffre pas, on ne veut plus que nos propres parents, on ne veut pas qu'ils risquent de faire la même chose avec nos enfants ou qu'ils se permettent de faire des réflexions voilà, parce qu'il y a aussi quelque chose de très conflictuel après dans notre façon à nous d'élever nos enfants alors hmm, que on a été élevés différemment. Donc il y a aussi ça, il y a besoin parfois de mettre un cordon sanitaire. Finalement, bah, voilà, c'est parfois une manière de faire. d'accord. Mm. Je crois que c'est important d'aborder cela parce que nos propres parents, par exemple, ou grands-parents, sont dans cette sorte de copier-coller, bien souvent, de ce qu'ils ont vécu, parfois même motivés par le trauma, hein, c'est-à-dire qu'ils Mm. reproduisent ça sans s'en rendre compte. Et il peut y avoir ce type de conséquences, malheureusement, lorsque bah, d'un coup on ouvre les yeux sur cet aspect empathique, cet aspect humain. Il peut y Mm. avoir comme ça des révélations, des réveils, en fait, bah, des enfants. On les reconnaît plus parce que du coup, en effet, ben, d'un coup, bah, ils commencent à parler d'empathie. Ils se mettent en protection aussi des petits-enfants. Parce que on parle notamment bah, de pratiques comme forcer un enfant à faire un bisou ou quoi que ce soit, sans tenir compte Mm. de ses besoins, sans tenir compte de ses émotions, sans tenir compte justement de ce consentement. Et en fait, Mm. l'approche empathique permet ce respect. Et du coup, il peut y avoir cette cassure justement dans... Alors là, c'est un conflit de valeurs, mais c'est un Mm. conflit aussi tout court.
Et là, finalement, est-ce que il n'y a pas un perdant et un gagnant au fond dans cela? Ou est-ce qu'on est toujours dans un conflit gagnant-gagnant là-dedans? Alors, dans quoi alors tu veux dire? Ben, lorsqu'on a finalement coupé le lien justement avec les parents, par Bon, exemple. ce qui est hyper triste, c'est que bien entendu, euh, moi, c'est ce qui m'anime, dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est précisément d'arriver à renforcer les liens et la relation. Oui. Pour moi, c'est ultra précieux. Donc, ce qui perd, c'est la relation. Ce qui perd, c'est bien sûr enfin, chacun perd d'une certaine façon. Quand il y a eu cette cassure, quand l'enfant qui décide de briser, de ne plus être en contact avec ses parents, ben, bien entendu, il se protège et au moment où il le fait, il ne peut pas faire autrement que de le faire. Et Hmm. donc, il n'y a que à- à accompagner cela. Euh, et en même temps, ben, c'est hyper triste parce que ben, la relation à ses parents, c'est super important en général. Hmm. Donc, euh, donc voilà. Et pour le parent, mais quelle horreur. Et c'est très Oui. courant. Euh, Bien sûr très courant. Quelle tristesse de ne plus avoir de lien avec ses enfants, voire avec ses petits-enfants, voire les deux. Enfin bon, c'est c'est très très triste. Donc et c'est vrai qu'en même temps, pour les parents d'enfants qui grandissent, c'est compliqué de voir tout d'un coup nos propres enfants. Moi, j'ai eu des réactions hein, quand je me souviens bien quand je venais d'avoir mes enfants et que je lisais que je lisais Parents efficaces, il y a 20 et quelques années que je n'avais pas encore suivi mon premier stage Gordon, j'ai bien vu la réaction de ma belle famille et de ma famille, de mes parents et de mes beaux-parents. Hein, il y avait tout de suite une peur du jugement. Voilà, je me suis pris quelques réflexions, etc. Oui. Bien sûr. Et là encore, c'était relativement soft, mais dans plein de familles, à partir du moment, enfin, et donc il y a aussi quelque chose à articuler en nous et si possible à dire à nos parents, si c'est possible, de genre, ok, maman, je sais que tu as fait aussi bien que tu pouvais et moi j'ai envie de faire différemment. Hmm. Donc si tu me permets voilà, sans, sans te juger, tu as fait comme tu pouvais et moi je vais faire différemment. Et comment est-ce qu'on peut vivre cette articulation-là et là, je vois que tu me fais des réflexions à chaque fois que je viens avec mes enfants chez toi sur la manière dont je devrais les élever. Et moi, ça ne me va pas. C'est pas D'accord. possible pour moi. Donc voilà, donc arriver à tresser quelque chose. Mais parfois, le plus simple, c'est juste de couper, même si c'est super triste. C'est probablement le plus simple pour certaines personnes pour arriver à se reconstruire Oui. et gagner dans cette assertivité-là, gagner suffisamment d'ossature pour avoir cette assertivité-là qui semble simple hein, quand je le dis, Hmm. mais qui est tellement compliquée. Et combien de fois, moi, j'ai des parents, des parents, des participants qui m'ont dit, mais comment je fais avec mon père, ma mère et ça, qui précisément ont pris conscience de plein de comportements qui n'allaient pas dans la manière de voilà, la non-acceptation de leurs parents, etc. Donc bien sûr, ça peut créer des remous et il faut parfois un peu de temps avant qu'on soit suffisamment assertif pour Oui. aller voir nos propres parents et avoir une vraie conversation avec eux sur ces sujets.